Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur l'émission MNH Mag. Notre deuxième numéro est consacré à la santé psychologique des personnels hospitaliers. Au sortir, espérons-le, de la crise sanitaire avec la vaccination et un retour progressif à la vie sociale, il était primordial pour la Mutuelle nationale des hospitaliers de s'arrêter sur l'état psychologique actuel du personnel hospitalier et du social. On sait que l'impact est lourd pour toute la population dans tous les secteurs d'activité. Alors, pour ceux qui étaient sur le front, en première ligne, on imagine l'ampleur des répercussions, mais comment vont-ils vraiment ? Eh bien, pour le savoir et permettre à chacun de mieux gérer la reprise de l'activité hospitalière post-Covid, l'AMNH a demandé à l'Institut de sondage IFOP de mener une étude flash. C'est ainsi que tout récemment, du 21 au 28 juin, un échantillon de près de 4000 hospitaliers a répondu à cette enquête avec une répartition entre étudiants, soignants, retraités et décideurs. Et en parallèle, pour pouvoir comparer les chiffres, un échantillon grand public de 1000 Français a été interrogé sur les mêmes questions. Les résultats viennent de nous être révélés, alors nous vous proposons, en première partie de cette émission, de décrypter les chiffres clés les plus révélateurs avec, en plateau, Frédéric Dabi, vous êtes directeur général opinion de l'IFOP. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Valérie Carrara, psychologue clinicienne pour le personnel à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bienvenue. Bonjour. Également à mes côtés, Delphine Ernu, directrice adjointe de la santé à la Mutualité française. Bonjour. Bonjour. Et puis Gérard Vuitpeau, président de la MNH. Bonjour. Bonjour Gérard. Et puis dans quelques instants, dans 20 minutes plus précisément, dans la deuxième partie d'émission, nous accueillerons un directeur des ressources humaines, Nicolas Delmas, DRH de l'hôpital Bichat, afin de soulever les priorités à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés psychiques et aux besoins des hospitaliers sur lesquels nous levons le voile maintenant. C'est donc parti pour le décryptage des résultats de l'enquête IFOP sur la santé psychologique depuis le début de la crise Covid. Les premières questions du sondage portaient sur l'évaluation de sa santé physique et psychologique actuelle. On y découvre notamment la proportion de ceux qui se considèrent être en bonne santé psychologique. Alors Frédéric David, quels sont les résultats ? Oui, ce sont les premiers résultats. 63% des Français se déclarent en bonne santé psychologique. C'est beaucoup, c'est une majorité, mais on n'est pas dans une logique électorale. Il faut voir la forte minorité. 37% des Français qui ne se sentent pas en bonne santé psychologique, ce n'est pas rien, ça fait beaucoup de monde. Ce qui frappe, c'est le décalage avec les étudiants hospitaliers. 16 points de moins, 47% seulement se sentent en bonne santé psychologique. Ça confirme notre première enquête. On avait vu une certaine détresse de leur part du fait de cette crise de la Covid-19. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas le côté jeune qui explique cette dégradation de leur état de santé, c'est vraiment la dimension étudiant hospitalier, puisque les jeunes qu'on trouve dans notre enquête auprès du grand public sont à la moyenne du ressenti d'une bonne santé psychologique. C'est vraiment le sentiment d'avoir été étudiant hospitalier qui a eu cet impact. D'accord. Alors Valérie Carrara, en tant que psychologue du personnel à l'hôpital Raymond Poincaré, comment expliquer que les étudiants hospitaliers souffrent encore plus moralement que le reste de la population et même que les autres jeunes ? Mais comme tout à chacun, les étudiants n'étaient pas préparés à cette crise sanitaire et ils avaient pour certains à peine un an d'expérience, ils se sont retrouvés vraiment sans filet. Et c'est vrai que pour certains, ça a pu confirmer une vocation en cours, mais pour d'autres, ça a vraiment semé des doutes et des questionnements. Alors, suite à ces premières questions qui étaient autour de est-ce que vous vous sentez en bonne santé psychologique, il était ensuite demandé aux sondés si depuis le début de la crise du Covid-19, ils sont plus préoccupés qu'avant sur leur santé psychologique et physique. Alors comment est-ce qu'on va interpréter les chiffres maintenant sur leurs préoccupations ? Je dirais que là aussi, l'intérêt, c'est ce décalage avec l'ensemble des Français, ce regard croisé. 28% des Français se disent plus préoccupés qu'avant par leur santé psychologique. C'est beaucoup. Quand on regarde la population des hospitaliers, c'est nettement plus. 42% des étudiants hospitaliers, 47% s'agissant des actifs, une majorité de décideurs hospitaliers. Ça montre à quel point il y a eu un vécu spécifique de cette crise inouïe et hors norme qui a surpris l'ensemble des Français et les hospitaliers. Tous ont été
plus ou moins fortement affectés par cette crise. On le voit avec ces chiffres. Merci beaucoup Frédéric. Alors Delphine Ernu, Frédéric nous dit, on voit dans les résultats de l'enquête que 28% chez le grand public, c'est déjà important. L'Observatoire de la Mutualité nationale sur la santé mentale des Français souligne-t-il également une préoccupation plus grande de leur santé psychique ? En effet, dans l'Observatoire qu'on a publié récemment, on a interrogé des médecins, des psychiatres et des psychologues qui nous disent, pour 95% d'entre eux, qu'ils ont constaté une augmentation des consultations pour troubles anxieux, troubles du sommeil, dépression. Donc, en effet, les professionnels de la santé mentale constatent une augmentation des consultations sur ce type de pathologie, de maladie, de mal-être. C'est vrai que c'est impressionnant de voir que par rapport à cette crise qui était une crise sanitaire d'une maladie donc physique, finalement les hospitaliers sont encore plus inquiets de leur santé psychologique que de leur santé physique. Alors, avouer sa fragilité psychologique et oser se faire aider par un spécialiste a toujours été tabou. Mais on voit qu'avec la crise du Covid, les choses avancent visiblement. Donc, Valérie Carrera, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Les choses avancent parce que c'est le collectif qui a été touché. Ce sont des individus, mais ensemble. Donc, ils ont accepté d'accueillir cette faiblesse et d'accueillir aussi une certaine forme d'impuissance et d'aller la questionner auprès de professionnels, soit en groupe, soit en individuel. Le fait qu'ils soient plusieurs, ça a justifié Bien finalement. sûr. On savait que c'était grave, ils ont pu... Ils se sont autorisés. Alors quand on sait que le sujet était encore plus difficile à exprimer pour les hospitaliers, les soignants, on espère que le tabou a évolué aussi de leur côté. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors déjà, il y a eu le tabou a évolué. Il y a eu vraiment une hausse très significative, en tout cas en ce qui concerne ma clinique, de demandes d'entretien individuel lors de la première vague. Et lors de la seconde vague, il y a eu plus de mobilisation des cadres au niveau des demandes institutionnelles et donc de prendre en charge les soignants en termes de groupe. D'accord. Toujours dans le collectif. Et là, ils ont pu exprimer leurs ressentis face aux patients, ce qu'ils ont mis aussi en œuvre face aux familles, tout ce qu'ils ont pu vivre ensemble, quoi. Très bien, merci Valérie. J'aimerais que l'on s'arrête maintenant sur le chiffre le plus élevé. 56% des décideurs hospitaliers sont plus préoccupés qu'avant par leur santé mentale. Gérard Vitpeau, en tant qu'ancien directeur d'hôpital, une telle proportion, c'est inquiétant, non ? Oui, alors même si je ne suis plus en activité, j'ai encore de nombreux contacts avec des collègues qui, eux, sont en activité. C'est un chiffre, cette fois, qui est largement majoritaire. 56%, c'est beaucoup, c'est plus que 1 sur 2. On peut, et pour les avoir rencontrés, côtoyés, on peut mesurer la pression qui a été la leur, avec leurs équipes, bien sûr. Un directeur n'est pas seul à agir, à décider. C'est l'ensemble des staffs qui ont souffert. Et donc, on voit bien que cette pression psychologique, cette pression mentale a été très forte à gérer les capacités, à gérer les équipes, à gérer le matériel. Moi, je ne suis pas surpris par ce chiffre qui, néanmoins, doit interpeller sur les conditions d'exercice des décideurs hospitaliers d'une façon générale. Tout à fait. Alors le résultat que nous allons maintenant découvrir nous a beaucoup surpris. Voyons si c'est le cas pour vous aussi. Il s'agit de la perception de l'impact du Covid-19 sur la santé psychologique de ces enfants. Frédéric, je sais que les intervenants autour de ce plateau s'attendaient à un taux bien plus élevé de l'impact sur les jeunes. Oui, mais pour autant, l'impact de la crise ne s'est pas limité aux hospitaliers, puisque plus d'un tiers d'entre eux qui ont des enfants considèrent que la santé psychologique de leurs enfants s'est dégradée depuis la crise. C'est vrai que ce chiffre aurait pu être plus fort. Dans une enquête IFOP auprès du grand public, on a des chiffres un petit peu plus forts. Peut-être que c'est la connaissance de ces questions auprès des hospitaliers ou une maîtrise plus grande par rapport au grand public qui explique une certaine minoration. Pour autant, je le répète, 36% dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de familles, ça fait beaucoup d'enfants. Ce chiffre frappe quand même. D'accord. Alors, on va demander le constat de nos experts en plateau. Delphine, quel est votre retour par rapport à la santé psychologique chez les enfants ? C'est vrai que nous, dans notre observatoire, on a mis en évidence qu'il y avait une forte augmentation du nombre d'adolescents qui étaient touchés par un trouble anxieux, puisque la HAS indiquait avant la crise qu'il y avait environ 8% des adolescents qui étaient dépressifs, souffraient de dépression. Et puis, la Santé publique France a mené une enquête pendant la crise sanitaire qui met en évidence qu'il y a aujourd'hui 40% des 18-24 ans
qui sont aujourd'hui, qui souffrent de troubles anxieux. Donc il y a une vraie progression quand même de 40% de cette situation qui est assez triste. Et puis par ailleurs, on a aussi regardé les données du réseau de suivi des passages aux urgences et des motifs de passage aux urgences. Et il est constaté donc une augmentation des passages aux urgences pour gestes suicidaires chez les moins de 15 ans. Donc c'est vraiment les très jeunes préadolescents. En comparant sur la même semaine à 3 années d'intervalle ce nombre de passages. Et donc en 2019, il y avait 109 passages aux urgences pour gestes suicidaires chez les moins de 15 ans. Et sur la même semaine, en mars 2021, il y en a 151. Donc il y a une grosse évolution qui, en effet, traduit la dégradation de l'état psychologique des enfants. Alors ça, c'est quel que soit le secteur d'activité des parents, mais en effet, on partage cette dégradation qui est mise aujourd'hui en évidence. Très bien. Alors, vous, de votre côté, Valérie, quel est le constat que vous pouvez faire sur la santé psychologique des jeunes ? Moi, je rejoins Delphine, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de parents qui sont venus me voir pour m'exprimer la souffrance de leur ado, parfois même des décompensations psychiques ou psychiatriques pour leur ado, qui se sont retrouvés parfois hospitalisés, en fait. Très bien. Et de votre côté, Gérard Wittpeau, qu'est-ce que... On entend dire, c'est vrai, je confirme ce qui vient d'être dit. Et on peut comprendre que les jeunes ont perdu tous leurs repères. Ils n'ont pas compris l'importance de cette vague. Quand on est jeune, on se sent un peu invulnérable. Et donc être privé de sorties, de contacts sociaux, d'activités sportives, d'activités sociales au sens large, on peut comprendre que ça les ait perturbés. Et aujourd'hui, on en mesure les impacts à telle enseigne qu'on affirme maintenant ouvertement, alors qu'il y a encore quelques semaines, on n'osait pas le dire, la santé mentale des Français, en particulier chez les jeunes, est devenue un sujet de santé publique. Très bien. Effectivement, aujourd'hui, on le dit, il faut le mettre en exergue. Alors, après ce focus nécessaire sur les jeunes, nous passons à la prochaine question de l'enquête. Frédéric, nous allons de nouveau avoir besoin de vos éclairages pour en interpréter les résultats, cette fois-ci sur les différents troubles qu'ont pu vivre les participants au sondage. Là, on a des chiffres massifs. On n'a pas, contrairement aux autres questions, un décalage entre français et hospitaliers. Ces chiffres sont très impressionnants, spectaculaires. 8 Français sur 10, 9 hospitaliers sur 10 ont été confrontés à au moins un trouble psychologique depuis le début de la crise. C'est le reflet de cet événement inédit, inouï, qui nous a tous saisis et qui a bouleversé toute une série de repères. Malheureusement, je n'ai pas de référents avant crise du Covid, mais il est absolument évident qu'on n'était pas à un tel niveau. Donc 8 Français sur 10, 9 hospitaliers sur 10. On va voir au niveau de la fréquence de ces troubles. Là, quand on est sur souvent, avoir vécu souvent au moins un trouble, là on retrouve ce décalage ensemble des Français, univers hospitalier. Dans l'ensemble des Français, c'est 42%. Une autre enquête de l'IFOP avait montré que ça montait à 55% chez les moins de 30 ans. C'est 7 millions de Français. Mais là, on est frappé de voir que c'est 42% chez les Français. C'est systématiquement majoritaire, quels que soient les publics hospitaliers. 3/4 des étudiants, presque 2/3 des actifs et 6 décideurs sur 10. On voit bien qu'il y a une fréquence, une intensité beaucoup plus forte dans ce monde hospitalier. Alors maintenant qu'on a vu les proportions, on va voir quels ont été les troubles les plus fréquents chez les Français et les hospitaliers. On a une convergence dans cette triste hiérarchie des troubles dominants. C'est d'abord le manque d'énergie, une certaine apathie, le stress et la difficulté à trouver le sommeil. Même hiérarchie partout, sauf chez les étudiants et les actifs hospitaliers, où arrive en haut de la hiérarchie l'idée d'épuisement. Épuisement dans le cadre de son travail, il faut mettre beaucoup d'études de climat social, la question de la charge de travail, la question de la charge mentale, la notion d'épuisement montre qu'il y a vraiment une cote d'alerte qui a été atteinte. Alors, on va voir justement ce lien entre le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil. Valérie, vous qui êtes spécialiste justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces troubles dominants ? Il y a beaucoup de soignants qui ont souffert de troubles du sommeil, notamment ils se réveillaient exactement à la même heure chaque jour et parfois dans le même service, ils se réveillaient à la même heure, comme s'ils avaient été conditionnés. Je me rappelle de cet horaire de 3h du matin qui était toujours cité parce qu'ils avaient vécu des choses ensemble. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est les cauchemars. Les cauchemars, ça veut dire qu'en fait, ils rêvent
rêvent sans cesse des scènes traumatiques ou traumatisantes qu'ils ont vues la journée sans aucune élaboration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Normalement, dans le rêve, il y a toujours une élaboration secondaire qui fait que ça tronque un peu les cartes. Et là, c'est un réel cru, pur, quoi. D'accord, ils rêvent vraiment de ce qu'ils ont vu, fait dans la journée. C'est ça. Ce qu'ils ne faisaient pas forcément auparavant. Non. Et là, ça a été plus marquant encore. Et alors, pourtant, la proportion de ceux qui déclarent être confrontés à un stress post-traumatique est très faible en comparaison dans les résultats de l'enquête. Oui, mais je pense qu'il y a une méconnaissance, y compris chez les soignants, de ce qu'est le stress post-traumatique. C'est-à-dire que c'est un trauma qui est lié à un trouble qui survient après un événement traumatisant, ayant des conséquences dans la vie du sujet, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan social. Or, ce qu'il se passe, c'est qu'eux, ils ne l'ont pas pris pour eux, parce que les soignants sont souvent dans une toute-puissance, mais aussi ont tendance à croire qu'ils doivent tout supporter. Et donc, ne pas se dire, mais là, c'est trop pour moi, j'ai atteint mes limites, et donc, comment je peux me confronter à mes limites, et donc, avec les conséquences que ça engendre sur leur santé, et donc, de les reconnaître. Donc, on n'ose pas souvent dire, et n'ont pas conscience, en fait, de vivre des traumas, et donc d'avoir un stress post-traumatique, finalement. Alors, on va voir maintenant un autre chiffre surprenant, car très différent de ce que les professionnels de santé nous affirment. Dans le bilan de l'étude, les conduites addictives sont citées en avant-dernière place du classement des troubles auxquels les sondés se disent avoir été confrontés. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel écart, Frédéric ? Je dirais que peut-être les Français n'ont pas conscience de l'addiction, et peut-être que c'est plutôt vu comme un adjuvant pour garder le moral. On va voir la question sur l'impact de cette période sur le moral. Donc peut-être qu'il y a une faible prise de conscience, c'est un phénomène de minimisation on voit ça comme une aide, comme un plaisir qui peut-être, le terme plaisir est peut-être un peu fort, mais oui, c'est peut-être ça pour aider à surmonter cette épreuve. N'oublions pas que quelques jours avant le premier confinement, les Français n'avaient pas conscience qu'on allait être confinés. Donc il y a le côté sidération qui a entraîné tout ce que nous avons vu sur ces troubles et cette fragilisation psychologique. Donc, ce qui veut dire que finalement, si la question avait été formulée différemment, là, la question, c'était, avez-vous été confronté à des troubles d'addiction, comportement addictif. Si on leur avait demandé, est-ce que vous avez davantage consommé d'alcool, de tabac, de junk food, de jeux vidéo, je sais pas, la réponse aurait été différente. Ah oui, sans doute oui, et même dans le cadre d'une étude qualitative où on aurait demandé aux gens de raconter leur vie quotidienne, peut-être qu'on aurait eu aussi ces mauvaises pépites, si je puis dire, et ces comportements addictifs. C'est pas comme ça que c'était tourné dans la question, mais ce serait intéressant de le reposer à la fin de cette crise, lorsqu'on sera sûr qu'elle sera derrière nous. Exactement, puisque du coup, voilà ce que citent en tout cas les personnes sondées sur leur comportement addictif. Donc on voit qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Donc que dit la réalité, Delphine, sur ces troubles addictifs ? C'est vrai que sur ce sujet, nous, dans notre observatoire, on a mis en lumière le fait que 11% des usagers d'alcool déclaraient que leur consommation a augmenté pendant le confinement. Et ce chiffre est à mettre en regard avec la donnée qui existait auparavant, qui est de 24% des 18-75 ans qui dépassent les seuils de consommation à risque fixés par les pouvoirs publics et les experts sanitaires, soit plus de 10 millions de personnes. Donc il y a déjà 10 millions de personnes qui, avant la crise, avaient des consommations supérieures à ce qui est recommandé, et 11% qui disent que leur consommation a augmenté. Donc c'est vrai que nous, à la lumière de ces résultats-là, on se dit que finalement la consommation d'alcool est encore plus un sujet d'enjeu public en France, déjà que ça l'était par rapport à des pays européens comparables, mais la crise a amplifié ce phénomène-là. Un vrai sujet, effectivement, Gérard Vuittepeau. Absolument. Vous savez, quand les soignants se trouvent face à une situation de mort ou de fin de vie, c'est toujours ressenti comme un échec. Enfin, ils n'aiment pas ça. Enfin, le psychologue peut en parler mieux que moi. Et donc, les comportements addicts sont nés de cette fuite de la réalité, de ce besoin de trouver autre chose, un autre rapport psychologique. Mais maintenant que les 3 vagues sont passées, espérons qu'il n'y en ait pas une 4e, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que c'est maintenant que les effets post-Covid, que le stress va apparaître. Et dans beaucoup d'établissements que vous me permettrez de ne pas citer, avec lesquels j'ai été en contact récemment, sont déjà préoccupés par ces effets
qui sont ressentis dans les équipes hospitalières. Je pense que vous n'allez pas me contredire. Voilà, c'est normal. Pendant la période de crise, ils ont été sur le pont tous les jours sans trop se poser de questions, avec des adjuvants, comme vous avez dit. Maintenant que ça s'arrête, c'est là qu'on perçoit tous les effets profonds et les plus graves. Donc un point très très important et ce grand écart entre la perception moindre des Français sur leur comportement à risque et la réalité doit en effet servir à la prise de conscience urgente qui doit s'opérer. Alors, pour terminer cet état des lieux sur la santé psychologique, Frédéric, dans le cadre uniquement professionnel cette fois, que révèle l'enquête IFOP quant à l'impact du Covid-19 sur le moral ? L'impact, ce bilan a été absolument réel, puisque 32% des actifs français, un actif sur 3, s'estiment affaiblis moralement, les mots ont un sens, par la crise d'un point de vue professionnel. Ils ont connu la crainte d'être exposés au virus, la perte de contact, l'isolement, le télétravail, que je qualifie de poison délicieux, c'est-à-dire que sur le papier, c'est formidable, mais lorsqu'il est complet, permanent, on voit la perte de repères. Et ce qui me frappe une fois de plus, c'est le décalage avec l'ensemble du monde hospitalier. 55% des étudiants hospitaliers s'estiment également affaiblis professionnellement et moralement. 46% des actifs hospitaliers, 42% des décideurs, quelle que soit la population, le sentiment d'affaiblissement est supérieur à celui des actifs français. C'est vraiment la première ligne, malgré ce qu'on dit, qui a subi, qui a payé le tribut le plus fort, en tout cas d'un point de vue moral. Et vous, Valérie, quels sont les témoignages que vous avez à l'hôpital, vous, en tant que psychologue ? Alors, les soignants sont fatigués, mais absolument pas démotivés. En tout cas, soigner l'autre, apporter de l'aide et peut-être le guérir, donne un sens très fort à l'ensemble des soignants et du corps soignant, j'ai envie de dire. D'accord. C'est vraiment quelque chose, finalement, où ils voient leur utilité et leur rôle, effectivement, très, très important. Alors, après ces questions sur la perception de leur état psychologique, il était demandé aux sondés quelles mesures ils avaient prises pour se ressourcer durant les 6 derniers mois. Quelles actions ont-ils pratiquées ou envisagées d'ailleurs pour améliorer leur état psychologique, Frédéric ? Alors très clairement, quand on voit les actions mises en œuvre, faire de l'exercice physique, passer du temps dans la nature, passer du temps avec ses proches, c'est des solutions qui correspondent à une sorte de rééquilibrage par rapport aux restrictions imposées pendant notamment le premier confinement. Et on a cherché à compenser ce qui a le plus manqué, être isolé, donc passer du temps avec ses proches, être isolé chez soi, passer du temps dans la nature, une certaine apathie chez soi, faire des exercices physiques. On voit très bien que c'est cette logique de compensation qui a été mise à l'œuvre, avec très peu de différence selon les catégories de population. Un peu plus d'exercices physiques dans les plus jeunes générations, plus de temps dans la nature et du temps avec ses proches du côté des 35 ans et plus. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, Valérie, sur le lieu de travail ? Alors déjà, l'hôpital a mis en place des espaces de relaxation et de détente à l'attention de l'ensemble des hospitaliers. Notamment, nous, on a eu des espaces de relaxation avec un accompagnateur violoncelliste et qui a été vraiment approuvé par l'ensemble du collectif soignant. Et sur le plan personnel, ce qu'on a pu constater, c'est que certains agents ont mis en place des œuvres très créatives. Par exemple, ils ont initié par Zoom des ateliers couture, des ateliers bonsaï, des ciné-clubs, qui leur permettaient de se changer les idées et de se divertir. C'est très intéressant. Et vous nous disiez tout à l'heure, Valérie, que les consultations psychologiques ont fortement augmenté depuis le début de la crise. Or, le fait d'avoir consulté pour améliorer ou préserver sa santé mentale arrive en bas des résultats. C'est étrange, non ? Alors, 24% déclarent avoir consulté un médecin ou un psy. Cela représente 1 personne sur 4, ce qui est quand même pas si mal que cela. On peut se demander si avant le Covid, on aurait eu ces résultats-là. Par ailleurs, on est quand même dans une société, même si on est en 2021, où aller chez le psy ne va pas de soi. C'est quand même associé à la folie, c'est quand même parfois associé à ses failles, à son impuissance, de s'en sortir tout seul. Parce que les soignants, ils ont souvent envie de s'en sortir tout seul et de ne pas avoir d'aide extérieure. C'est difficile même de faire appel à l'interne ou au médecin, alors qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir leurs propres ressources. Le dernier point à découvrir de l'enquête IFOP va conclure notre première partie sur l'état des lieux de la santé psychologique des personnels hospitaliers et leurs besoins actuels, puisqu'il s'agit de leurs projets pour cet été. Alors Frédéric, en quelques mots, quelles sont leurs principales aspirations pour les vacances ? Alors pour conclure peut-être sur une note plus positive par rapport à ce qui a été dit précédemment, déjà ils veulent partir en vacances, ils veulent absolument du repos,
débrancher avec le quotidien et dans une logique de se ressourcer par rapport aux épreuves qu'ils ont subies, recréer du lien social, bouger, se déplacer de l'endroit où ils ont vécu professionnellement cette période absolument hors norme. En tout cas, voilà, les soignants, les hospitaliers veulent vraiment créer une rupture par rapport à ce quotidien qui a été, comme on l'a vu dans l'enquête IFOP-MNH, si impactant et si compliqué à gérer. Une vraie coupure nécessaire et se ressourcer. C'est vraiment une étude passionnante qui nous livre un témoignage édifiant sur la santé psychologique des hospitaliers. Vous pourrez la découvrir très prochainement dans son intégralité puisqu'elle sera diffusée sur le site de la MNH. Merci beaucoup Frédéric Dabi et Valérie Carrara d'être venus nous aider à en décrypter et à en comprendre les résultats. Nous allons tout de suite, dans la deuxième partie de notre émission MNH Mag, confronter cet état des lieux avec les mesures mises en place ou à mettre en place dans les hôpitaux. Face aux impacts de la crise Covid sur le mental des soignants, des étudiants, des décideurs, comment gérer la reprise de l'activité hospitalière ? Voyons les ouvertures concrètes pour la suite sur le terrain. Pour discuter des mesures à développer avec Delphine Ernu, directrice adjointe de la santé à la Mutualité française, et Gérard Vuitpeau, président de la MNH, Nicolas Delmas, directeur des ressources humaines de l'hôpital Bichat, nous a fait le plaisir de se joindre à nous. Bonjour, bienvenue Nicolas. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Alors Nicolas Delmas, je vais rentrer directement au cœur du sujet. Après avoir entendu les résultats de l'enquête, quelles dispositions avez-vous prises pour organiser ce retour à la normale, entre guillemets, de l'activité hospitalière quant à la gestion du personnel ? Je pense qu'il y a déjà plusieurs situations parce qu'en fait on se retrouve avec des personnels d'une part qui ont été touchés par le Covid. Donc là c'est un peu une catégorie à part dans le sens où il faut les accompagner vers une reprise d'activité et surtout, je pense que le cas plus général qui touche tous les hôpitaux, on a des personnels surtout qui ont été impactés par le Covid au sens où le Covid a forcément bouleversé le quotidien. Il y a un état un peu de lassitude et de fatigue généralisée et c'est là-dessus je pense qu'il faut être hyper vigilant. Alors durant le Covid on avait mis en place une hotline spécifique psychologues et psychiatres qui marchaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et depuis le Covid, on a essayé de maintenir ces dispositifs parce que le risque, c'est que maintenant, il y a en fait des décompensations qui commencent à peine maintenant. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il faut être vigilant, je pense, et pas forcément en amont. C'est plus à la suite que ça se déclenche. Donc durant les vagues, en fait, il y avait cette fameuse hotline téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et maintenant, du coup, c'est devenu quoi ? Alors désormais, en fait, on a renforcé notamment la médecine du travail avec un psychologue pour 6 mois, 1 an, pour déjà justement renforcer les dispositifs. Et dans le cadre, et cette hotline s'est transformée en astreinte dans le sens où en fait, on peut toujours laisser des messages, on est rappelé. Il n'y a plus le côté immédiat, mais il y a quand même le côté, et indépendamment de ça, en fait, les psychologues continuent de faire des tours dans les services pour justement aller au contact des gens et voir si un peu il y a des équipes qui sont en train d'être fatiguées, de craquer. Et c'est là vraiment notre point de vigilance. Gérard Vuitpeau, vous nous disiez tout à l'heure que cet accompagnement est vraiment nécessaire. Absolument, il est indispensable. Alors, pour citer l'exemple de la MNH, eh bien, depuis sa création, la MNH s'est toujours intéressée, préoccupée du bien-être de ses adhérents. Elle les a toujours accompagnés dans les situations difficiles. Et là, depuis 1 an, tous ces dispositifs ont été multipliés, ont été très nombreux, avec une écoute psychologique de 24 heures sur 24 qui avait été mise en place. Et le recours a été très important, à la fois de médecins, de soignants, de non-soignants, qui avaient besoin, 24 heures sur 24, de pouvoir s'exprimer, d'avoir une oreille attentive en quelque sorte. Et donc cet accompagnement pour nous est très important, à telle enseigne que nous avons suivi la politique de la FNMF en mettant en place, avec effet rétroactif depuis le 21 mars, une prise en charge de 4 séances de 60 € par séance jusqu'à la fin de l'année pour tous les bénéficiaires de la MNH. Très bien, une très bonne nouvelle. Delphine Ernu, à la Mutualité française, vous œuvrez auprès des pouvoirs publics pour la prévention des risques psychosociaux des Français. Favoriser l'accès financier aux spécialistes de la santé mentale est l'une de vos préoccupations. Quelles sont les autres préoccupations que vous avez formulées au gouvernement ? Alors en effet, on a récemment formulé des propositions qui ont comme objectif en fait de faire en sorte que la santé mentale ne soit plus l'angle mort de notre système de santé et notamment
on propose au gouvernement, au pouvoir public, de mettre en place des actions de sensibilisation et de communication de grande envergure pour ce dont on parlait tout à l'heure, pour déstigmatiser la santé mentale, pour lutter contre le déni, contre la marginalisation des personnes qui en souffrent. Et puis, l'idée, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des perspectives de rétablissement et de prise en charge précoce qui sont nécessaires. Et puis, il nous semble, ce que disait M. Delmas, c'est qu'il faut réinvestir, revaloriser les services de médecine de santé préventive, la médecine scolaire, la médecine universitaire, les PMI, mais aussi les médecines du travail, et qu'il nous semble important que les pouvoirs publics donnent tous les moyens à ces services de médecine de faire leur intervention pour qu'il y ait une détection et une prise en charge le plus précocement de ces troubles de la santé mentale. Très bien, donc on attend leur retour donc, sur ces préconisations. Nicolas, qu'est-ce qui a changé au quotidien dans votre métier de DRH depuis ? Je pense qu'on est quand même, comme je disais juste avant, beaucoup plus vigilants sur les risques professionnels des agents. Et notamment, en fait, depuis septembre 2020, on a commencé en fait, à faire un tour de l'ensemble des services de l'hôpital. Donc en fait, c'était moi et mes 2 adjoints. Et on a commencé en septembre 2020 et on fait 2 services par semaine. On rencontre les équipes et en fait, on met tout à plat. L'idée de discuter de tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou. Ça parle aussi bien de questions de rémunération. Alors évidemment, ce n'est pas tant au niveau de l'établissement que ça se décide, mais aussi de l'ensemble des problématiques que les professionnels rencontrent et de pouvoir faire un temps d'échange et un peu de dédramatiser, de désacraliser aussi le côté un peu DRH qui fait peur. Et aussi d'avoir un temps d'échange avec les soignants et les services administratifs. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que d'habitude, quand on est convoqué, ou en tout cas quand on dit DRH veut vous parler, ou les ressources humaines veulent vous parler, on est un petit peu inquiet. Donc là, ça doit être assez surprenant en fait pour eux que vous veniez dans leur service juste pour échanger librement. Tout à fait. Alors déjà, le fait d'aller se déplacer vers le service, ça a fait peur. Donc j'avais prévenu notamment les organisations syndicales en amont, parce qu'effectivement, ça les a fait peur au début. Lorsque j'ai voulu initier la démarche, les gens pensaient qu'ils allaient se faire gronder par le DRH si le DRH venait à eux. Donc c'était l'idée justement de dire le DRH, il n'est pas forcément là pour vous gronder, il est d'abord là pour vous accompagner et pour pouvoir justement échanger librement avec vous et faire remonter les problématiques. Et c'est vrai que là, depuis septembre 2020, on a vu 75 services, aussi bien administratifs que soignants. Et depuis, effectivement, ça a permis quand même de régler certaines situations et d'échanger et de, je pense, donner une meilleure image aussi des administratifs. Ils ne sont pas seulement dans leur bureau, mais aussi au contact d'abord des soignants et du terrain. Et après, en parallèle de ça, et ça rejoint un peu ce qu'on a mis en place pour les écoutes psy, je pense qu'il y a un vrai sujet au niveau de l'encadrement. Parce que l'encadrement, c'est typiquement ceux qui vont prendre soin de leurs agents, mais qui vont oublier de prendre soin d'eux-mêmes. Et ça, c'est un truc qu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'à chaque réunion où les psychologues allaient pour justement être en contact avec les gens, le cadre était évidemment là souvent l'initiateur pour dire « tel agent va mal », mais on oubliait souvent que parfois le cadre lui-même va mal. Et ça, c'était justement, on a mis en place des groupes de parole justement spécifiques réservés à l'encadrement, qui concernent que des cadres, et pour qu'ils puissent justement échanger librement donc avec un psychologue, pour pouvoir justement un peu aussi parler entre pairs et travailler ensemble. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, d'attention, parce que l'encadrement a été particulièrement sollicité en état de cette crise. Et les retours sont bons, les gens apprécient du coup qu'on pense un peu à eux, oui, justement, en fait, on pense à eux à leur place. Et je pense que c'est important en tant que cadre supérieur au sens de DRH, je pense que c'est important de prendre soin des cadres. On a parlé donc de l'accompagnement individuel, mais c'est important aussi cette expression en groupe. Oui, absolument. Absolument, elle a toujours existé et on voit qu'aujourd'hui elle prend encore plus de valeur. Pourquoi ? Parce que la parole s'est libérée par rapport à mon époque où les internes ne travaillaient sans rien dire, par exemple, ou les soignants. Aujourd'hui, on parle plus librement et il faut qu'on parle plus librement. Et il faut que l'équipe parle, que les membres de l'équipe parlent entre eux, ou entre elles. On a vu tout à l'heure les chiffres inquiétants des étudiants en médecine. Peut-être que c'est parce qu'ils ont été un peu tenus à l'écart de l'équipe, ils n'étaient pas forcément complètement intégrés, et donc ils se sont sentis très mal à l'aise, très mal professionnellement, pas intégrés dans l'équipe. Donc le dialogue en équipe, je trouve que cette initiative est excellente, parce qu'elle va favoriser justement, c'est une forme de thérapie, en favorisant l'expression. Et d'ailleurs, dans certains hôpitaux, Nicolas, des espaces ont été réinvestis pour permettre cette vie d'équipe. Tout à fait. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. C'était les hôpitaux de Cochin et Foch, notamment, qui ont mis en place des espaces de détente. Alors, tous les hôpitaux ont mis en place un truc durant le Covid, mais c'est vrai que la formalisation la plus forte, c'était vraiment Foch et Cochin, qui ont mis en place des bulles de détente spécifiques, en fait, avec des temps de diète, des temps psychologues, des cocons de sieste, des instants de relaxation. Et c'est vrai que depuis, on est notamment encouragé par la Fondation des hôpitaux de France à mettre en place ces espaces-là,
et ont bénéficié de financement. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'effectivement, autant on était tous sensibles à la QVT, il y avait des actions de QVT ponctuelles, autant je pense que le Covid a fait prendre conscience de l'importance d'une qualité de vie au travail au quotidien et pas seulement sur des temps un peu ponctuels. Alors, l'émission MNH Mag est déjà pratiquement terminée. Alors, pour conclure, un dernier point, Nicolas, Gérard me disait en préparant l'émission que finalement, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle était un challenge majeur à relever dans le milieu hospitalier pour améliorer la santé mentale. Comment est-ce que vous pensez y parvenir ? Ça, c'est un vaste sujet. Après, je pense que c'est justement, moi je suis en charge notamment de l'attractivité et la fidélisation. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à associer les professionnels de santé aussi aux actions qu'on met en place, justement arrêter de vouloir décider d'en haut ce qu'ils veulent et aussi de les faire participer. Typiquement pour l'espace de détente qu'on met en place à Bichat, on a lancé un vaste questionnaire en fait, où il y a plus de 800 réponses pour justement savoir qu'est-ce qu'ils veulent dans cet espace-là. Et je pense que cet équilibre-là, il viendra aussi de leurs demandes et leurs besoins et pas censé toujours essayer de comprendre à leur place quels sont leurs besoins. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous livrer votre vision de la reprise et vos actions pour soutenir la santé mentale des hospitaliers. Merci beaucoup. Pour résumer l'étude IFOP qu'on a vue tout à l'heure donc sur la santé psychique des hospitaliers, on a découvert que tous ceux qui ont vécu la crise depuis l'hôpital sont bien plus préoccupés par leur santé psychique que l'ensemble des Français, que 9 sur 10 ont vécu des troubles tels que le stress, l'épuisement ou l'anxiété, et ce, de manière plus forte que l'ensemble des Français, pourtant déjà très affectés bien sûr par la crise eux aussi. Et puis que les étudiants hospitaliers sont fortement affectés. Delphine et Gérard, pour terminer, je vais vous demander que retenir de ce constat et bien sûr aussi des ouvertures que l'on vient de partager pour une bonne reprise de l'activité hospitalière. Delphine, pour commencer ? Nous, en fait, on porte beaucoup d'espoir dans les assises consacrées à la santé mentale qui doivent être organisées à la rentrée, en espérant que ce soit l'occasion de prendre des décisions, des engagements en faveur de ce sujet majeur qui a été mis en exergue à l'occasion de cette crise et amplifié à l'occasion de cette crise. Et vraiment, on espère que ce sera un rendez-vous important et que ce sera l'occasion de prendre des décisions pour améliorer la prise en charge et la détection de ces troubles. Très bien, merci Delphine. Et vous Gérard, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? D'abord, la conclusion, c'est qu'il y a un problème de santé mentale majeur en France et qu'il faudra le régler rapidement parce qu'il touche les jeunes en particulier, ça c'est inquiétant. Ensuite, ça ouvre des champs nouveaux. Je parle de la qualité de vie au travail, je parle de l'harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce sont des champs nouveaux, des perspectives nouvelles qui doivent être encouragées et qui sont d'ailleurs encourageantes avec tous les programmes qui sont déjà développés. Et je regarde mon jeune collègue en lui souhaitant bon courage. Eh bien, merci beaucoup Delphine Ernu, Monsieur le Président de la MNH, et Nicolas Delmas de nous avoir apporté vos précieux éclairages. Merci. On espère que ce deuxième numéro de l'émission MNH Mag consacré à la santé mentale des hospitaliers au sortir de la crise vous a été utile et qu'il puisse contribuer à la déstigmatisation dont on parlait pour un meilleur accompagnement psychologique des hospitaliers. L'émission est mise en ligne sur la chaîne YouTube de la MNH et nous serons ravis de vous retrouver pour un prochain rendez-vous ou événement. Je vous souhaite d'ici là des bonnes vacances, un repos dès que possible, le plus ressourçant possible. À bientôt!